Bien, bonjour aux uns et aux autres. Merci beaucoup de cette invitation. Alors, chers amis, il y avait vraiment très longtemps que les élites n'avaient pas été mises en cause. Et il y avait vraiment très longtemps qu'on ne m'avait pas demandé de défendre ces fameuses élites. C'est devenu un second métier pour moi depuis de nombreuses années, et donc je ne suis pas comme Alain Charles. Moi, je continue à labourer, je fais semblant de défendre ces élites, comme si elles en avaient besoin. Donc vous voyez, c'est la première bonne nouvelle de la matinée. Il reste quand même, dans notre univers turbulent, quelques certitudes. La question qui est posée laisse supposer que nos dirigeants ne sauraient pas prendre de décision dans l'incertitude. Vous le reconnaîtrez, c'est un jugement bien sévère. De façon un peu cursive, on pourrait répondre que par les temps qui courent, cela revient à dire que finalement, ces dirigeants ne doivent pas faire grand-chose. En effet, cela revient à dire qu'ils ne doivent pas prendre beaucoup de décisions stratégiques, ou alors que quand ils le font, elles sont toutes mauvaises. Et pourtant, nous savons bien que nos grandes entreprises sont très performantes, notamment à l'international, et que leurs dirigeants sont reconnus mondialement. Le dernier classement, qui a été publié par Harvard Business Review, en atteste. Difficile de penser que ces élites ne savent pas prendre en compte l'incertitude. On peut tout autant s'étonner quand on regarde les plus jeunes et quand on voit l'explosion du nombre de créateurs d'entreprises sortant des business schools françaises. Un quart des HEC créent leur entreprise dans les 2 ans suivant leur diplôme. Alors, vous le reconnaîtrez, difficile de penser qu'ils ne savent pas, ou pire, qu'ils ne veulent pas prendre de décision dans l'incertitude. Alors, chers collègues organisateurs de ce colloque, auriez-vous fait exprès de poser une mauvaise question ? D'où vient donc cette question, qui fait partie, bien sûr, des discours circulants que nous entendons tous? Le fameux élite bashing. Allez, vous êtes tous en train de penser un peu court, jeune homme, un peu court. Je vous l'accorde. Dans nos cours de stratégie, est-ce que les professeurs de stratégie oublieraient de prendre en compte l'incertitude? Franchement, très difficile à croire. Dans les business schools, qu'elles soient dans les universités ou indépendantes, une part très importante de la pédagogie est consacrée à la sensibilisation de nos étudiants. Et cette sensibilisation nous pousse à leur prouver qu'il n'est pas possible de trouver une solution mathématiquement optimale. C'est même notre fonds de commerce. Il faut reconnaître, il est vrai, que nous parlons souvent de couverture du risque. Mais, allez, reconnaissez-le avec moi, le risque est au cœur de beaucoup de cours de stratégie. Ça n'est donc pas la bonne hypothèse. Autre hypothèse, est-ce que cela ne viendrait pas de la confusion entre stratégie et planification stratégique? Le général Desportes disait que c'était un oxymore. Je vous rassure, mon général, cela fait plusieurs décennies que cette assimilation n'est plus de mise. Il y a bien longtemps que l'on sait que nous ne sommes plus dans une économie administrée. Même l'École nationale d'administration a transformé son cursus pour prendre en compte cette réalité, et on ne parle plus depuis quelques années de commissariat au plan, mais de France Stratégie. Voilà. J'ai fait mon boulot, j'ai défendu les élites et j'ai dit que le sujet était vraiment mauvais. Allez, je suis prof, rassurez-vous, il y a une deuxième partie. Il ne s'agit pas en effet de balayer d'un revers de main la responsabilité de ces producteurs d'élite que sont supposés être les business schools et plus globalement les institutions académiques. Mais cette responsabilité est, je crois, ailleurs que dans ce que nous enseignons. Elle est dans notre manque de distance avec le monde économique. Revendiquant légitimement notre proximité avec le monde de l'entreprise, les business schools ont depuis des décennies surfé avec ces entreprises
sur cette vision apaisée d'un monde qu'on voulait croire désormais sans aspérité. La fameuse affirmation du modèle néolibéral. Terminés, avons-nous pensé, les combats idéologiques. Fini la lutte des classes. Et pour les plus optimistes, enfin une mondialisation heureuse et la fin de l'histoire. Alors, les business schools ayant choisi d'aller aussi vite que le monde des entreprises, ces fameuses business schools ont fourni à ces entreprises des bataillons d'experts techniciens, parfaitement rompus à l'art de manier les concepts de valeur actuelle nette, d'appropriation de valeur, de reporting, et bien sûr, nous avons même fourni les discours qui allaient avec. Les questions plus fondamentales comme la pérennité de notre modèle de croissance, comme le rôle et la responsabilité des dirigeants d'entreprise dans la cité, apparaissaient trop souvent comme des superflus. Pour donner des exemples français, il suffit de se reporter au discours circulant que nous vivons depuis 20 ans, de relire les questions posées par les médias spécialisés. Combien de fois n'avons-nous vu railler les cours de philosophie et d'histoire des classes prépa? Combien de fois n'avons-nous entendu moquer l'ouverture de masters et de spécialisations dédiés au développement durable et à l'alter-management? Combien de fois a-t-il fallu plaider l'importance des maths comme école de rigueur? Combien de fois s'est-on étonné dans notre environnement que certains professeurs décortiquent les jeux de pouvoir et le nouvel esprit du capitalisme, et que certains osent fustiger la réification du marché? Pendant longtemps, nous avons pensé que c'était en reproduisant les discours circulant dans le monde économique que l'on enseignait la réalité de l'entreprise. Cela fut une très grave erreur. Même quand on enseigne la gestion par la méthode des cas, il ne faut jamais oublier que les cas ne sont jamais des modèles. Même quand nous invitons des chefs d'entreprise pour témoigner, il convient de se souvenir que leurs interventions ne sont que des parties du débat. Alors, messieurs les organisateurs, finalement, bravo. Votre question est extrêmement malicieuse. En fait, elle n'interroge pas, derrière le masque et le titre officiel, les dirigeants sur leur capacité à prendre des décisions dans l'incertitude. En fait, elle demande aux institutions académiques si nous sommes capables de sortir du discours idéologique qui, par nature, nie l'incertitude. Plus cruellement, vous nous demandez si nos institutions de formation, si en particulier nos business schools, sont légitimes. Cette question de la légitimité, rassurez-vous, nous allons la résoudre. Dans les années qui viennent, les meilleures business schools repenseront très fortement le lien dialectique qui les lie à l'économique. Il faut que les écoles de management luttent pour échapper à la pensée unique. Il faut même que ce soit elles qui génèrent des pensées alternatives. Nous devrons contribuer à faire émerger une vision plurielle des choses, en prenant le risque de la contradiction, parfois de l'incohérence passagère. Quelquefois, j'ai failli écrire souvent du désaccord avec la vision immédiate des acteurs économiques. Plus que jamais, les business schools devront éviter d'être les relais passifs de ce qui, mode après mode, idéologie après idéologie, continuera sinon, par paresse de la pensée, à être présenté comme inéluctable. La crise que nous vivons va accélérer le processus de tri entre les business schools, entre celles capables de résister à la crise de la pensée qui nous menace et celles qui seront les pâles substituts des journaux télévisés, avec malheureusement moins de moyens et moins d'audience. C'est là le défi qui attend les meilleures business schools. Celles-ci devront être capables de savoir distinguer l'essentiel, issu des travaux de recherche, je dis bien de recherche, distinguer donc l'essentiel du subsidiaire ou du passager. Bien sûr, cela va prendre beaucoup de temps et cela va coûter beaucoup d'argent. La recherche demande du temps. L'enseignement digne de ce nom demande du temps. La recherche requiert une certaine ascèse, un long exercice de recul. Et reconnaissons-le, c'est là que le bât blesse. L'ascèse n'est guère à la mode.
C'est pourtant un impératif moral comme un impératif économique. Et c'est parce que nous saurons montrer scientifiquement, au sens premier du terme, à nos élèves qu'une perspective à long terme n'est pas une succession de décisions à court terme. C'est parce que nous saurons leur montrer, chiffre en main, l'importance de l'économie réelle, j'ai failli dire de l'économie matérielle, que nous éviterons dans quelques décennies qu'ils se laissent emporter dans les à peu près portés par toute idéologie. Alors, bien sûr, il y aura toujours de l'incertitude, mais nous la prendrons pour ce qu'elle est. Beau défi pour ceux qui croient finalement en l'éducation. Merci.